Bon, alors, avant de démarrer, je vous présente ceux qui vont intervenir. Donc pour le NPA, c'est Antoine et Sandra, membres de la direction du NPA. Et pour Lutte ouvrière, c'est Pascal et Eric, membres de la direction de Lutte ouvrière. Voilà. Donc ils vont parler alternativement. La première intervention un petit peu plus longue, question de présenter les analyses respectives. Et ensuite des interventions de 5 minutes, à peu près. Et ben voilà, c'est parti. Donc Pascal, quand tu es prêt, c'est à toi. Déjà pour commencer, bonjour à tous. Alors pour commencer, je voudrais faire un point sur la situation politique, la situation de notre classe sociale et nos perspectives. Avec la collaboration du gouvernement Macron, nouvellement élu, eh bien, le grand patronat va vouloir encore accentuer sa guerre sociale contre le monde du travail. Avec toujours les mêmes recettes. Intensifier le travail des uns et se débarrasser des autres pour augmenter leurs dividendes. Avec ce gouvernement, le patronat a de dignes représentants de ses intérêts au pouvoir. L'autre fait notable de cette élection présidentielle, c'est le score du Front National. Et surtout la confirmation de l'implantation du vote Front National dans les classes populaires. Ce vote a pris une tournure massive dans certains quartiers populaires et dans bien des petites villes. Nous l'avons vu également dans bien des entreprises, surtout au deuxième tour, à travers des discussions souvent difficiles, quand des travailleurs hostiles à Macron ont cru pouvoir le rejeter en votant Le Pen. Cela a été, par exemple, visible dans mon entreprise, à la fonderie de Renault-Cléon, l'usine où je travaille, dans un secteur pourtant CGT. Eh bien, une fraction importante du monde du travail a choisi d'exprimer sa colère contre Macron, le représentant revendiqué du patronat, en votant pour une extrême droite anti-ouvrière de manière congénitale. Même si ce n'est que l'expression électorale du profond recul du mouvement ouvrier, le risque d'une coupure grave dans le monde du travail existe. Avec le recul de la conscience de classe, avec la peur de perdre son emploi face à la montée du chômage, les idées protectionnistes, souverainistes, nationalistes progressent. Et Le Pen est loin d'être seul sur ce terrain. Mélenchon et même d'autres qui prétendent parler au nom des classes populaires vont également sur ce même terrain. Par exemple, durant toute la campagne, Mélenchon, drapeau bleu-blanc-rouge en tête, n'a cessé de rendre l'Union européenne responsable de tous les maux dont souffrent les travailleurs. Avec son protectionnisme, soi-disant solidaire, il prétend protéger les travailleurs en France. En promettant de supprimer la directive européenne sur les travailleurs détachés, eh bien Mélenchon distille le poison de la division. Sa déclaration selon laquelle, je le cite, « Les travailleurs détachés volent le pain des travailleurs d'ici » fait directement le jeu du Front National. Mélenchon participe à la diversion qui vise à exonérer les véritables responsables du chômage que sont les patrons. D'autres, comme Ruffin par exemple, vous savez, le réalisateur de Merci Patron, qui est candidat pour la France Insoumise et pour le Parti communiste à Amiens, explique qu'il était, je le cite, protectionniste bien avant Marine Le Pen. Lui aussi défend l'idée d'un protectionnisme social, car pour lui, l'Europe des multinationales a détruit les frontières qu'il faut remettre en place. Eh bien, ces idées sont reprises également chez des militants, chez des syndicalistes, qui se réclament pourtant de la classe ouvrière. Oui, ces idées gagnent du terrain. Alors, il y a bien une course de vitesse avec les militants d'extrême droite, mais aussi avec les Mélenchon, et même avec des militants du type Ruffin. Car des luttes demain, menées sur des terrains comme celui du protectionnisme, nous emmèneraient droit dans le mur. Alors oui, des luttes, à n'en pas douter, il y en aura contre les attaques continuelles de la bourgeoisie.
À quel moment, contre quelle mesure, contre quelle attaque de trop de la part du gouvernement ou du patronat, nous n'en savons rien. Et il n'est pas du pouvoir des militants de déclencher ces luttes. Ce qui est certain, c'est que nous, les militants communistes révolutionnaires, nous prendrons notre place dans ces luttes. Et surtout, nous tenterons d'organiser les travailleurs dans les entreprises où nous sommes, de faire en sorte qu'ils dirigent leur mouvement. Nous tenterons d'élever leur niveau de conscience à chaque étape. Alors, dans cette situation, que peut-on faire? Que peuvent faire les militants? Eh bien, il ne peut y avoir de tâche plus urgente que de faire renaître un parti communiste révolutionnaire, qui est le programme, la volonté et la compétence nécessaires. Bien sûr, une montée ouvrière puissante peut faire surgir par milliers des militants ouvriers, susceptibles de conduire le combat de leur classe. Mais il faut qu'ils trouvent le chemin vers l'expérience accumulée au cours des combats du passé de la classe ouvrière. Et là, seul un parti communiste révolutionnaire implanté pourrait alors transmettre les échecs du passé pour savoir qui sont nos vrais ennemis, mais également nos faux amis dans le combat. Car il y a eu des luttes importantes dans le passé. Eh bien, il y a une chose à retenir, c'est que ce sont toujours les faux amis des travailleurs qui nous ont amenés à des impasses et à des défaites. Le nationalisme, le protectionnisme, le réformisme sont des idées que nous devons combattre. Alors évidemment, ce sont des problèmes qui existent bien au-delà des échéances électorales. Mais même dans les élections, défendre ce programme, c'est important. La campagne électorale nationale que nous avons menée, aussi bien dans les présidentielles qu'aujourd'hui dans les législatives, est toujours une occasion de propager ces idées, de toucher et de regrouper des travailleurs qui les partagent. Et pour les révolutionnaires, les élections ont toujours été une occasion d'implanter leurs idées. Voilà pourquoi Lutte ouvrière a tenu à mettre en avant le camp des travailleurs dans les élections. Car il est vital de défendre l'idée que la classe ouvrière représente une force sociale puissante, qu'elle a des intérêts communs par-delà ces différences de toutes sortes, qu'elle doit aspirer à diriger la société. Pour nous, il est vital de ne pas noyer tout cela au milieu de considérations toutes louables et respectables que sont par exemple l'écologie et le féminisme, mais qui sont bien évidemment subordonnées à la question d'une autre société. Nous visons à donner au courant qui se revendique du communisme, c'est-à-dire du combat contre la dictature de la grande bourgeoisie sur la société, les moyens de se faire entendre, en particulier dans les élections. Nathalie s'est présentée comme une candidate communiste. Et vous l'avez vu, nous faisons de même dans le cadre des élections législatives. Aucun autre parti, aucune autre organisation ne le fait. Défendre les idées communistes, c'est défendre des idées sur la société, son devenir et la nécessité et les moyens de la transformer. Alors oui, nous voulons, c'est nos tâches, nous voulons construire un parti qui reste systématiquement dans le camp des travailleurs, des exploités, des opprimés. Un parti qui n'abandonne pas ses convictions pour s'adapter à la politique de n'importe quel dirigeant réformiste ou à n'importe quelle idée à la mode. Mais un parti qui, au contraire, cherche à mettre le doigt sur le caractère de classe de la politique menée, pour que les travailleurs opposent à la lutte de classe de la bourgeoisie leur propre lutte. Un parti qui ne se contente pas de dénoncer quelques abus du règne du fric, des magouilles politiciennes ou de la domination des trusts sur une économie mondialisée, mais qui se donne pour objectif d'organiser la seule classe sociale, c'est-à-dire le prolétariat, capable de mettre à bas le capitalisme. Comme nous ne sommes pas un parti, mais une petite organisation, nous privilégions l'action politique au sein des entreprises, parmi les nôtres, parmi les travailleurs. Nous avons fait ce choix. Ainsi, bon nombre de camarades
militent dans des centaines d'entreprises bien différentes. Mais nous savons que c'est bien trop peu. Il existe des milliers, des dizaines de milliers d'entreprises où nous ne sommes pas présents. Bien sûr, défendre les idées communistes dans le monde du travail, c'est parfois difficile car nous sommes à contre-courant. Et convaincre l'est encore plus. Mais ce sont des idées que nous voulons maintenir et défendre parmi les travailleurs. Quand les luttes exploseront, et cela arrivera, il faudra alors des militants communistes, dévoués, reconnus pour proposer des perspectives. Sinon, d'autres militants proposeront, comme à chaque fois, d'autres politiques qui n'iront pas jusqu'à changer la société, ou pire, qui sauveront la mise une fois de plus à ce système capitaliste. Alors oui, nos perspectives, notre tâche, c'est de s'implanter dans les entreprises, de gagner la confiance de nos camarades de travail dans les grèves. Oui, nous voulons regrouper autour de nous des camarades, des travailleurs qui, avec nous, défendent les idées communistes. Alors, je passe la parole à Antoine qui a 10 minutes pour présenter voilà, l'analyse du NPA. La première chose, c'est que bien sûr, je voudrais remercier les camarades de lutte ouvrière de nous inviter à ce débat dans cette fête. Un débat qui a, disons, parfois des défauts, mais qui a en tous les cas la qualité de pouvoir voir à la fois les points de convergence et de différence entre nos organisations. Et donc à la fois ce sur quoi on peut continuer à discuter, et en général c'est des débats qui traversent largement le mouvement ouvrier, et puis des choses sur lesquelles on peut éventuellement se mettre d'accord pour avancer. Déjà, il y a un premier élément qui est positif pour nous, c'est l'intitulé du débat. Cet intitulé, c'était de partir de la crise politique révélée par l'élection présidentielle. Et pour nous, c'est quelque chose de positif que nos camarades ne disent pas, voilà, quelque part, c'est un non-événement, comme on peut parfois en avoir un peu l'habitude de dire, oh, rien ne change, quel que soit ce qui se passe, bah oui, c'est toujours des serviteurs du capital qui sont en face de nous, on est d'accord avec ça, mais je pense qu'on est bien d'accord aussi que là, on est dans une situation, il se passe quelque chose d'un petit peu nouveau. Et le fait que les partis qui ont géré les affaires de la bourgeoisie, en particulier donc le Parti socialiste et les Républicains, ne soient pas au second tour de l'élection présidentielle, c'est quelque chose qui est le signe de temps qui se modifie, d'accélération de l'histoire, et qui sont des moments dans lesquels les révolutionnaires doivent essayer de s'orienter et se réorienter. Donc on l'a vu, ces partis sont usés jusqu'à la corde, au point qu'ils n'ont pas été capables de faire l'alternance comme ils en avaient l'habitude. Et malheureusement, ce qu'on a pu constater, c'est qu'effectivement, c'est pas un renouveau des idées communistes et révolutionnaires qui a été le résultat de cette usure, mais c'est quasiment à l'inverse de l'échiquier politique, une progression importante de l'extrême droite. Et d'accord avec ce que disait le camarade tout à l'heure sur les retours qu'on peut avoir chez les travailleurs, cette idée qu'on pourrait faire barrage à Macron, cette idée que Le Pen défendrait les 60 annuités, toute cette espèce de confusion qui peut exister dans le fait que le Front National pourrait défendre un tant soit peu les intérêts des classes populaires. Et pour le coup, une première différence dans l'analyse, il nous semble que le danger principal que représente le Front National, c'est pas forcément le débat sur la question du protectionnisme, parce que c'est un débat compliqué, on pourra éventuellement y revenir dans le débat, mais ce qui est fondamental, c'est le fait qu'effectivement, c'est une organisation qui veut décupler l'exploitation des populations d'origine étrangère
populaire, c'est une organisation qui veut en finir avec ce qu'il y a de démocratique dans cette société, et y compris et en particulier les organisations syndicales, et donc c'est un danger mortel pour le mouvement ouvrier. Et c'est ça qui représente le saut qualitatif entre une organisation comme le Front National et toute une série d'organisations réactionnaires ou de droite ou anti-ouvrières, mais qui représentent pas forcément un danger vital pour le mouvement ouvrier. Donc voilà, ce qui nous paraît important. Alors, il y a une discussion qui, compris nous, on peut avoir parfois entre nous, peut-être que vous l'avez aussi, sur la nature du Front National. Est-ce que c'est une organisation fasciste ou pas? Nous, en gros, on pense qu'à l'étape actuelle, c'est pas une organisation fasciste, mais que bien sûr qu'il y a un danger réel dans ce que représente le Front National, parce qu'il est inscrit dans la situation politique. Quand les partis traditionnels de la bourgeoisie sont en difficulté pour tenir les rênes du pouvoir, ils cherchent d'autres solutions. Et quelque part, l'arrivée au pouvoir d'un Macron, c'est un élément de ça. C'est-à-dire que Macron, c'est ce qu'on appelle traditionnellement dans notre jargon un pouvoir bonapartiste, c'est-à-dire un courant, un individu qui se situe au-dessus des partis et qui, à un moment donné, quand les partis sont pas en capacité de faire régner, disons, la démocratie bourgeoise classique et des rapports de force entre les classes assez simples, on met un type qui, en général, est quand même un blaireau fini, et d'ailleurs on le voit dans la composition de son gouvernement, on met un type qui est au-dessus et qui est en capacité de gérer les affaires de la bourgeoisie. Et ça aussi, quelque part, c'est un signe au-delà, bon, on y reviendra évidemment, des attaques qui se préparent pour la prochaine période, c'est le signe d'une crise profonde du système capitaliste, d'une crise politique, morale, institutionnelle, qui est d'une grande ampleur. Et d'ailleurs, on en voit les développements, bon... C'est toujours étonnant de voir à quel point les camarades peuvent sous-estimer ce problème-là. On en voit les développements dans la crise écologique et climatique, qui a un danger, bon, maintenant à de plus en plus courte échéance pour l'humanité, et que on pense qu'effectivement, si la classe ouvrière est, disons, la force sociale qui est la seule capable de renverser le capitalisme, on pense que toute une série de revendications politiques sur la question de l'écologie en particulier, mais on le voit aujourd'hui avec la question des migrants, avec la question des guerres, il y a une urgence à répondre à toute une série de questions politiques fondamentales qui sont pour nous, auxquelles on est confronté aujourd'hui. Alors, puisque on a vu ces éléments sur la situation, on le disait tout à l'heure, effectivement, il n'y a pas de renouveau des idées communistes et révolutionnaires, et c'est bien dommage dans la période. Le camarade le disait tout à l'heure, quand on voit, alors même si on mettrait pas nous sur, disons, sur le même plan Mélenchon et le Front National, mais disons que on voit à quel point effectivement des organisations issues du mouvement ouvrier ont repris un discours nationaliste, chauvin, et je dirais surtout, ont gommé tout l'aspect de classe et tout l'aspect, disons, de tradition du mouvement ouvrier, et ça c'est quelque chose d'extrêmement grave. Parce que nous on se trompe pas, on sait que beaucoup de militants ouvriers, beaucoup de militants du mouvement social ont voté Mélenchon en se disant que, bah oui, ça représentait quelque chose pour les classes populaires, mais effectivement il faut dénoncer le fait que ce courant reprend le discours nationaliste et efface dans bien des cas les frontières de classe et d'affrontement avec l'appareil d'État bourgeois. Alors, pour finir cette première intervention en quelques minutes, puisque le débat c'est aussi qu'est-ce que propose Lutte ouvrière et le NPA, et avancer sur quelques éléments. Nous, il nous semble qu'effectivement, la construction du parti, on y reviendra, c'est quelque chose de fondamental, mais que là, l'urgence, c'est d'abord l'affrontement avec la politique du gouvernement. Alors aujourd'hui, on a un gouvernement qui effectivement annonce qu'il va organiser par ordonnance la casse du Code du travail, en tous les cas de ce qu'il en reste, la casse du Code du travail, la casse de la sécurité sociale et toute une série d'attaques. Donc nous, on pense qu'il y a une urgence à ce que les militants du mouvement ouvrier se mettent en mouvement pour organiser la contre-offensive par rapport à ces attaques-là. Ce qu'il y a de à peu près clair, c'est que le gouvernement a prévu d'organiser ça pendant l'été, c'est-à-dire au moment où c'est le plus difficile pour le monde du travail de se mobiliser, et qu'on a quelques semaines pour populariser la nécessité d'une contre-offensive. Alors nous, on voit évidemment plusieurs points. C'est évidemment, il y aura la rentrée en septembre, qui sera sans doute un moment d'affrontement, parce qu'il semblerait qu'ils ont quand même dans les tuyaux d'avoir une validation à l'Assemblée, et que ça peut être un élément, je veux dire, de date pour concrétiser une bataille centrale. Mais dès la sortie des législatives, il y aura toute une série d'échéances qui vont se poser, qui sont diverses, qui sont éparses, mais qui sont des points d'appui.
D'ailleurs, je le dis au passage, effectivement, ce qui est assez positif, c'est que dans cette période électorale, on a quand même toute une série de luttes qui existent. On a GMS, on a Tati, on a toute une série de mobilisations, on a les routiers sur les produits dangereux. Donc ça inscrit quand même un climat de contestation et de grève dans la classe ouvrière qui sont des éléments importants. Et dès la sortie des élections législatives, on a donc le 19 la manifestation du Front Social. On aura dès le 20 une mobilisation au ministère du Travail qui posera le problème du Code du travail. On aura sans doute le 22 une grève organisée par une partie de la CGT et tout ça, on pense que c'est des éléments importants parce que ça mettra dans le paysage la nécessité pour les travailleurs de ne pas se contenter des élections, justement, puisqu'on en parle. Nous, on pense à peu près l'exact inverse de ce que dit Mélenchon quand il dit « Votez pour nous, ça vous fera économiser des manifestations ». Nous, on pense qu'effectivement, les révolutionnaires ont des choses à faire dans les élections, mais ce qui est fondamental, c'est ce qu'ils font dans la rue, dans les grèves et dans les manifestations. Donc, on pense que dans cette période-là, il y a une nécessité d'organiser une lutte unitaire avec les organisations syndicales, qui aujourd'hui sont assez passives, mais nous, on doit pousser dans les organisations syndicales et en tant qu'organisation en les interpellant et en interpellant les autres organisations politiques pour que la semaine du 19 soit une semaine de mobilisation qui prépare les luttes. Et les derniers mots en une minute, on pense aussi que, voilà, ça c'est un peu l'urgence, mais qu'il y a un combat effectivement qui est fondamental contre le Front National et contre le racisme, en particulier contre l'islamophobie. Et on voudrait ouvrir un peu la discussion avec nos camarades de lutte ouvrière sur cette question, qui nous ont écrit un texte pas très agréable pendant cette année, sur, à notre avis, la nécessité de lutter contre l'islamophobie parce que c'est un élément idéologique central pour justifier le racisme et pour justifier la division entre les travailleurs. Et dernier mot, oui, tu le disais tout à l'heure, les révolutionnaires ont des choses à faire dans les élections. C'est ce que nous on a fait avec cette campagne Poutou. On a pensé que dans cette campagne on ne pourrait pas dire 10 000 choses, mais il y a une chose qu'on pouvait montrer, c'est qu'un ouvrier était capable d'ouvrir sa gueule, qu'un ouvrier était capable de poser les revendications du monde du travail sur la table, et en particulier en se confrontant, comme il l'a fait, à la droite et à l'extrême droite, qui sont nos ennemis principaux, et sans illusion dans ce qu'est la gauche réformiste et institutionnelle. Alors, pour répondre, je passe la parole à Éric de Lutte ouvrière. Oui, alors effectivement, le capitalisme est en crise, et en crise de plus en plus profonde. Et les résultats de l'élection présidentielle, c'en est un des effets. Et probablement qu'il y aura des effets pires encore sur ce terrain-là dans la période qui s'ouvre. Mais justement, ça rend particulièrement vital et nécessaire de préparer les instruments pour pouvoir le renverser, ce capitalisme. Et effectivement, si on se revendique des idées communistes révolutionnaires, bon, c'est parce qu'on pense que pour le renverser, le capitalisme, pour arracher le pouvoir politique à la bourgeoisie, eh bien, c'est pas des élections, c'est pas un mouvement social, c'est une révolution. Et pour ça, il faut une force sociale capable d'en prendre la tête. Et cette force sociale, celle qui fait tout marcher dans la société, celle qui a un rôle, qui est la seule capable de pouvoir le renverser, c'est la classe ouvrière. Alors, dans le développement, l'implantation, le renforcement du Front National, c'est pas juste le fait que le Front National se renforce qui pose problème. C'est le fait qu'il se renforce particulièrement dans notre classe. Bon, et qu'aujourd'hui, une fraction non négligeable des travailleurs, eh bien effectivement, après les déceptions, les trahisons, etc., la succession de l'alternance droite-gauche, eh bien, puissent voir le Front National comme un recours ou une solution. Et c'est précisément pour... il y a une course de vitesse, de ce point de vue-là, au sein de la classe ouvrière. Parce que la question qui se pose, en effet, c'est les attaques, elles finiront par provoquer des explosions de colère, des explosions de révolte, mais toute la discussion, tout le problème, c'est qui en prendra la tête. Et de ce point de vue-là, implanter au sein de la classe ouvrière, dans les entreprises, dans les quartiers populaires, former des militants qui vont pouvoir défendre ces idées et ce programme, et c'est effectivement fondamental. Et c'est de ce point de vue-là pas anecdotique de profiter de toutes les occasions pour renforcer deux idées. Bon, la première idée, c'est le fait que les travailleurs, c'est leur
leur lutte elle-même, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Bon, et nous, c'est dans cette optique-là aussi qu'on a conçu notre intervention au cours de la campagne. Alors tu as cité la campagne de Poutou pour représenter les intérêts des travailleurs. Bah, de ce point de vue-là, il y a eu une différence quand même assez notable entre la façon dont Philippe Poutou a dit les choses et Nathalie les a dites. Et de ce point de vue-là, ce qui était assez notable quand même dans cette campagne, c'est la façon dont Philippe, c'est surtout la caste politique qu'il a cherché à critiquer à plusieurs reprises, hein, de dénoncer les politiciens professionnels. La caste politique, c'était aussi dans votre profession de foi. Alors que toute la préoccupation vous avez aussi écrit, la force de Philippe Poutou a été d'être sur la scène politique, l'ouvrier dans lequel des milliers d'autres salariés se sont reconnus, en rupture avec le système et ses rites. La faiblesse de Nathalie a été de tenir un discours par trop formaté, même si souvent son argumentation était plus serrée, plus structurée que celle de Philippe. Eh ben, c'est effectivement une différence importante, parce que dénoncer la corruption des dirigeants politiques, dénoncer la magouille des dirigeants politiques, ça fait plaisir, ça a fait plaisir incontestablement à plein de travailleurs, mais d'une certaine façon, ils n'ont pas besoin de nous pour le faire, pour dénoncer la caste politique. Tout le problème, il commence à partir de là, justement. Derrière la caste politique, qui sont les vrais maîtres de la société? Qui dirige? Et effectivement, nous, on a effectivement cherché à parler de la bourgeoisie, des travailleurs, à élever le niveau de conscience en faisant réfléchir quels que nos véritables adversaires, ceux contre lesquels il faut renverser, contre lesquels il faut s'organiser, eh bien ce sont les capitalistes, c'est la bourgeoisie. Bon, pas simplement les politiciens qui sont sur le devant de la scène. Eh bien ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Effectivement, la campagne électorale, elle permet ça. Elle a permis, là, on vient de faire une campagne de propagande auprès de millions de travailleurs, et celle des législatives, elle permet de le continuer pour discuter de qui sont nos véritables adversaires et ancrer dans la tête des travailleurs le fait que leur sort ne changera que si eux-mêmes ils prennent le contrôle de la société. En se revendiquant des idées communistes révolutionnaires, c'est l'intérêt. Eh ben, écoute, Sandra, pour le NPA, pour 5 minutes. Merci. Le NPA et Lutte ouvrière, nous avons le même cap stratégique, c'est-à-dire le renversement du pouvoir politique et économique de la bourgeoisie. Mais nous pensons qu'il n'existe pas de voie prédéterminée pour y parvenir, qu'il n'existe en fait aucun schéma théorique préalablement découvert par la science socialiste que l'on pourrait se contenter d'appliquer. Et aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes, avec la stratégie que nous portons, alors on est conscient que nous sommes dans un contexte de recul sociaux, de défaites sociales importantes, et que la prise en compte des rapports de force réels peut certes amener, lorsqu'ils sont aussi dégradés, à la modestie, à la modération, mais jamais, à notre sens, à l'immobilisme. Hein, et il s'agit au contraire, même dans une période de recul, de défaite, d'agir et d'agir en permanence. Et le parti, à notre sens, il doit agir politiquement et socialement, et il n'est pas un pur enregistrement de la force organisée et du murgissement de la conscience de classe. Et donc, dans ce sens-là, nous pensons que le parti doit chercher et à prendre des initiatives pour chercher à modifier les rapports de force, à nouer des alliances nécessaires pour cela. Et c'est pour ça qu'on pense qu'un parti doit faire de la politique. Et c'est pour ça que le NPA agit, enfin en tout cas essaye d'agir, et l'ensemble de ses militants, dans toutes les résistances, dans toutes les luttes, qu'elles soient
des luttes comme la loi contre la loi El Khomri, les luttes contre Notre-Dame-des-Landes, les luttes contre les violences policières, etc. Toutes les luttes contre les suppressions d'emplois, qu'il s'agisse des fermetures d'usines ou les suppressions d'emplois dans la fonction publique, parce qu'on pense que être dans l'ensemble de ces résistances, c'est aussi d'essayer de prendre la mesure et de participer, si toutes ces résistances en fait modifient le présent afin d'agir en conséquence. Donc pour nous, comme l'écrivait Lénine, le parti doit de manière autonome prendre l'initiative effectivement de la lutte politique, mais aussi intervenir dans l'ensemble des luttes sectorielles et pas seulement celles des ouvriers d'usine et des couches sociales et non sur les seuls lieux de travail. Poser la question du pouvoir partout et ainsi refuser de laisser à la bourgeoisie les mains libres sur le terrain proprement politique. Alors notre objectif, en agissant comme ça, c'est de répondre collectivement à des questions qui sont celles de l'ensemble de la société et dépassent la somme des revendications économiques et ainsi d'intervenir concrètement dans la lutte politique en contestant aux classes dominantes leurs prétentions à la représentation de l'intérêt général. Et c'est pour cela que, effectivement, l'un de notre principal problème aujourd'hui, comme l'ont décrit les deux camarades de lutte ouvrière, c'est effectivement le Front National et aujourd'hui, malheureusement, l'adhésion d'une grande partie de notre camp, de notre classe, aux idées du Front National. Et nous pensons donc que l'une des priorités du moment et des mois à venir, parce que c'est évidemment pas, et ça je pense que personne ne se fait d'illusions ici, que la politique menée par Macron va enrayer la montée du Front National, au contraire. Et donc il faut combattre pied à pied les politiques menées par ce gouvernement et d'Édouard Philippe, mais aussi de toutes les politiques qui ont mené depuis quand même plus de 30 ans le Front National au second tour des élections présidentielles, et qu'il faut lutter contre les idées du Front National au quotidien, pied à pied, dans les entreprises, partout, parce qu'il y a malheureusement l'ensemble des salariés aujourd'hui, comme l'a dit, c'est que les salariés, les employés, ceux qui ont voté en tout cas, ont voté majoritairement pour le Front National. Et aujourd'hui, ce vote du Front National aussi commence à rentrer chez les fonctionnaires. Donc on doit combattre ces idées, combattre le Front National, et ça c'est l'une aussi de nos préoccupations, mais aussi, et on reviendra là-dessus, l'ensemble des résistances nécessaires. Pascal, c'est à toi. Bon. Alors, soit on est dans une période de combativité, puisque j'ai bien entendu le camarade qui nous dit qu'en ce moment, il y a beaucoup de luttes. J'entends Sandra qui dit plutôt qu'on est dans une période de recul. Eh bien, en tout cas, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, suite à l'élection de Macron, eh bien, les travailleurs, ils sont au courant du programme que Macron veut nous imposer. Ça, c'est une réalité. Maintenant, dans les boîtes, aujourd'hui, il y a un attentisme. Il n'y a pas une détermination, il n'y a pas une volonté tout de suite malheureusement, à justement se mettre en branle pour tout de suite contre-attaquer par rapport à ce qui va nous tomber dessus. Alors, maintenant, les camarades du NPA nous disent qu'il y a tout un calendrier là, mais c'est pas parce qu'il y a un calendrier, c'est pas parce qu'il y a certains syndicalistes qui s'agitent, qui font de la propagande par rapport
au Code du travail, l'attaque sur le Code du travail, que les travailleurs, aujourd'hui, sont prêts à se mobiliser. Alors je sais que les camarades d'UNPA là font tout un, vous pouvez le lire un peu dans la presse, ils font tout un boulot sur une nouvelle structure qui s'est créée. Tu en as parlé là, le Front social. Alors une structure, je sais pas, syndicale, politique peut-être. En tout cas, une structure qui on nous annonce, qui rassemble 70 organisations. Je rappelle que quand même, bon, ces 70 organisations ont rassemblé 2000 personnes le 22 avril. Faut pas non plus trop bluffer quand même. Que à la tête de ce front social, il y a un militant syndicaliste qui s'appelle Michael Ouamen, que certains connaissent peut-être, qui était un peu le responsable syndical chez Goodyear. Alors, c'est lui qui a un peu la parole dans les rassemblements. Michael Ouamen, il explique que, pareil, on est dans une période de combativité. Il y a 250 mouvements sociaux par jour depuis le mois de janvier. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et bien ça, c'est du bluff. Et le patronat, lui, c'est très bien, il sait compter. Il sait compter, il connaît les rapports de force. Et aujourd'hui, nous expliquer que on est dans une période de remontée, de combativité, et bien ça, le patronat, il n'y croit pas du tout. Et je vais te dire, même les militants, le bluff, ça ne marche pas non plus. Ils voient comment ça se passe dans leur boîte. Alors nous, on n'est pas sur cette perspective. On ne sait pas s'il y aura, dans les semaines qui suivent, on ne sait pas s'il y aura une réaction. On l'espère, mais on ne sait pas. De toute façon, là où on est persuadé, c'est que face à la politique du patronat, face à la politique annoncée par Macron, eh bien, les attaques ne vont pas cesser. Et nous, on pense qu'à un moment donné, mais on ne lit pas dans le mar de café, à un moment donné, oui, il y aura des luttes. Mais pour que ces luttes, elles avancent à conscience de classe, le problème, c'est quelle politique va être défendue dans ces bagarres. Et là, se pose un problème. C'est justement quels militants il y a dans les boîtes aujourd'hui. Eh bien, comme je le disais dans mon intro, le problème, c'est que il n'y a pas assez de militants communistes. Des militants qui, à la moindre lutte, font le boulot pour que les travailleurs, dans les petites, dans les moyennes luttes, dans les grandes luttes, que les travailleurs soient dans le mouvement, qui contrôlent leur mouvement, qui soient, qu'on dirais-je, que cette lutte-là n'appartienne pas, comme d'habitude, à des syndicalistes. Et ça, c'est notre boulot de communistes révolutionnaires. Juste deux mots quand même, parce que c'est pas inintéressant sur un peu le front social, les discours. Alors c'est des discours très radicaux. Il n'y a pas un monde fou. Je veux dire, il y a des syndicalistes, il n'y a pas pour l'instant énormément de travailleurs du rang. Alors ce sont des discours très radicaux, mais ça, c'est la CGT peut le faire aussi, hein, des discours radicaux. Et Ouamen, lui aussi sur le terrain du protectionnisme, s'il y avait des luttes dirigées par le Front social, avec comme leader un gars comme Ouamen sur le terrain du protectionnisme, lui aussi, il y a quand même un certain nombre de problèmes. Ouamen, lui, il dit qu'il faut réindustrialiser la France en protégeant notre marché intérieur. C'est une politique que nous combattons. Si on va sur ce genre de politique, on va, comme je le disais tout à l'heure, droit dans le mur.
Oui, alors ce qui serait intéressant, c'est que l'année prochaine, vous invitiez aussi Michael Wamen, parce que je ne sais pas si ça vous a échappé, mais en fait, il n'est pas au NPA. Donc si vous voulez discuter avec lui, il ne faut pas hésiter. Deuxième chose, je pense que si on veut avoir un débat serein, il ne faut pas déformer les propos. À aucun moment je n'ai dit qu'il y avait une combativité exceptionnelle, etc. Moi je ne vois aucune contradiction entre ce que j'ai dit et ce qu'a dit Sandra ou ce que tu as pu dire. Effectivement on est dans une phase de recul, de reflux, où grosso modo on s'en prend plein la gueule, y compris les modifications dans le code du travail ont des conséquences concrètes sur la durée des contrats, sur la multiplication des CDD, sur l'intérim, etc. Et sur les difficultés à s'organiser, à se syndiquer, à lutter. Pas de désaccord là-dessus. Là où il y a une discussion, c'est de voir quels sont les petits points d'appui et comment on se sert de ces points d'appui pour essayer d'élargir les choses. Alors, bon... Première citation, j'espère que je n'aurai pas à en faire d'autres, mais Trotsky en 1922, non seulement les communistes ne doivent pas s'opposer à ces actions communes, il parle du Fronique, mais au contraire ils doivent en prendre l'initiative, justement parce que plus grandes sont les masses attirées dans le mouvement, plus haute devient la conscience de leur puissance. Plus sûre elle devient d'elle-même et plus les masses deviennent capables d'aller de l'avant, si modestes qu'aient été les mots d'ordre initiaux de la lutte. Et je pense que c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que pour nous, l'élévation de la conscience, y compris ce que tu disais, le fait que les travailleurs se disent bah oui, je peux faire, oui, c'est pas que les syndicalistes, oui, c'est pas que les militants des organisations politiques, ça vient de l'action. Ça vient de l'expérience, de l'accumulation d'expérience, et aussi limitée soit-elle dans leur mot d'ordre comme dans leur ampleur militante. Et effectivement, nous on pense que les manifestations organisées par le Front Social, c'est positif. Voilà. C'est pas de croire que ça va bouleverser la situation politique. Enfin, c'est pas 2000 personnes qu'il faut pour changer le rapport de force entre les classes, c'est au moins 2 millions, voire 4 millions. Donc c'est pas la même échelle, bien sûr. Mais nous, on pense que c'est positif de regrouper les équipes militantes, de voir comment elles peuvent converger, y compris des bureaucrates intermédiaires ou des bureaucrates de gauche, etc. On pense que c'est positif que ces gens-là se mettent dans l'action, parce qu'en général, quand ils se mettent dans l'action, ils n'y vont pas tout seuls. Ils y vont avec des salariés qui se disent « bah oui, c'est possible ». La passivité n'est pas une obligation. Donc oui, regrouper les équipes militantes, quels que soient les désaccords qu'on peut avoir avec elles sur le plan syndical ou sur le plan politique et stratégique, on pense que c'est positif. Oui, on pense que c'est positif ça serait positif qu'il y ait des réunions unitaires de toutes les organisations. Il y en a quelques-unes, malgré, disons, l'appât des élections législatives pour toute une série d'organisations. Ce serait positif qu'il y ait toute une série de réunions unitaires qui préparent des mobilisations dans la semaine du 19. Et ce serait positif qu'il y ait des dates sur lesquels les militants qu'on connaît dans toute une série de lieux de travail puissent s'appuyer pour appeler à des grèves, pour appeler à des débrayages, pour appeler à des manifestations, parce que oui, quand les salariés se mettent en mouvement, eh bien leur conscience progresse, et ils font un peu moins confiance peut-être à d'autres. Et alors là, justement, deuxième problème, tu disais tout à l'heure, les travailleurs n'ont pas besoin de nous pour dénoncer les politiciens professionnels. Alors là, total désaccord. Parce que justement, ceux qui dénoncent aujourd'hui les politiciens professionnels, c'est le Front National. Et nous, on ne veut pas laisser ce terrain-là de la dénonciation du système au Front National. Et les révolutionnaires doivent être les premiers à critiquer les institutions et les premiers à critiquer, je veux dire, c'est le b.a.-ba des revendications transitoires, le fait qu'il y ait une caste qui soit découpée de la société, un appareil d'État qui soit découpé de la société, et on doit dénoncer ça et dire que justement, les travailleurs doivent prendre leurs affaires en main. Et dernier... point de problème, justement tu disais tout à l'heure il faut dénoncer le FN, il y a une course de vitesse. Mais quel est le point fondamental sur lequel s'appuie le Front National aujourd'hui en termes de démagogie et d'argumentation politique? C'est la question de l'islam, c'est la question des musulmans. Et c'est pour ça que nous on pense que dénoncer l'islamophobie c'est quelque chose de fondamental. Parce que c'est le point d'appui sur lequel avance cette organisation pour raconter toutes ces saloperies, ensuite antisociales, anti-ouvrières, anti-organisation du mouvement ouvrier, et en dernière instance évidemment servir la bourgeoisie. Donc oui, nous on pense qu'un des moyens de combattre le Front National, c'est de lutter pied à pied contre cette offensive idéologique raciste, où qu'on soit, dans les entreprises et globalement, et d'utiliser tous les canaux disponibles pour lutter là-dessus. Alors dernier mot, tu disais encore une fois, il faut un parti, oui, un parti pour faire la révolution, évidemment qu'il faut un parti comme ça, et tu citais, je crois, un de nos textes, même si tu n'as pas cité l'origine, pour dire en gros les forces et les faiblesses de notre candidature.
On sait qu'on a des faiblesses, évidemment, comme vous savez que vous en avez, parce que quand on est quelques minutes à la télévision, comme quand on est quelques minutes devant une boîte, on ne peut pas tout dire. Et oui, nous, ce qu'on a voulu dire, c'est ça, c'est qu'un ouvrier, il a la possibilité de faire de la politique et d'exprimer des idées. Alors oui, c'était pas toujours l'entièreté du programme révolutionnaire, du programme transitoire, mais effectivement, c'est ce qu'on voulait dire. C'est qu'il est temps que les travailleurs prennent leurs affaires en main et s'organisent. Et on pense qu'effectivement, même s'ils connaissent pas l'intégralité du programme trotskiste et des textes des 4 premiers congrès de l'Internationale communiste, c'est possible de s'organiser et de lutter aujourd'hui de façon efficace pour renverser le système. Je passe la parole à Eric. Oui, c'est effectivement parce qu'on ne peut pas tout dire dans une campagne électorale que nous, on a choisi et on choisit et on le revendique de s'adresser spécifiquement au monde du travail et surtout de se poser en représentant politique des intérêts des travailleurs. Et effectivement d'insister sur parce qu'on est les seuls à s'adresser aux travailleurs et à considérer que les travailleurs, c'est la seule force sociale capable de changer les choses. Alors, pour répondre à Sandra, ça ne veut pas dire que l'ensemble des problèmes de la société, l'ensemble des aspects de l'exploitation, même de la barbarie de la société nous sont indifférents, bien au contraire. Et d'ailleurs, on prend toute notre place de ce point de vue-là. Vous savez, le 19 mars, il y avait une manifestation pour dénoncer les violences policières. Lutte ouvrière était présent et je crois même avait un cortège qui n'était pas particulièrement, qui faisait pas honte devant celui du NPA, tout en étant en campagne électorale sur le terrain de la défense des intérêts politiques des travailleurs et des idées communistes. Bon, vous avez choisi sans doute pour parler à cette jeunesse des banlieues, ou aussi peut-être pour parler aux jeunes qui ont été très remontés contre les flics pendant les manifs contre la loi El Khomri, vous avez choisi de mettre en avant, dans votre petit temps où on ne peut pas tout dire, vous avez quand même pris du temps pour parler des violences policières et d'en faire tout un point de bataille qui, au passage, vous est un petit peu retombé sur la figure parce que c'est compliqué de le porter justement dans la période telle que une période où en réalité il n'y a pas de mobilisation et que c'est un peu extraterrestre. Parce que le vrai problème, oui, les jeunes de banlieue, de quartier, un certain nombre de jeunes subissent toute une série de discriminations, y compris la violence policière. Mais qu'est-ce qu'on a à leur dire, justement? Tout le sens, nous, de notre présence à la manifestation du 19 mars, c'était de s'adresser à cette jeunesse pour leur dire, avant d'être des musulmans, des maghrébins, des noirs, des ceci, vous êtes d'abord des jeunes prolos, opprimés, exploités. Et c'est en tant que membre de cette vaste classe ouvrière et de cette jeunesse populaire et exploitée qu'on s'adresse à vous. Et c'est aussi, et ça c'est important, parce que justement, le danger c'est quoi? Le danger c'est de la filer dans les pattes d'adversaires politiques qui sont tout aussi dangereux que le Front National, en l'occurrence les organisations islamistes et toutes les ribambelles d'organisations religieuses diverses et variées qui peuvent exister. Parce que c'est ça le problème. Bon, la politique qu'on a à mener, en effet, elle est en direction de cette jeunesse. Mais pour trouver les moyens qu'elle prenne sa place dans le combat des travailleurs, de la classe ouvrière contre le capitalisme. Et c'est fondamental de ce point de vue-là de dire les choses clairement. Et s'il y a bien une tâche qui est à notre portée, enfin, qui est en notre pouvoir aujourd'hui, c'est justement de défendre des idées claires, de défendre, de transmettre un héritage politique, parce que les idées, elles ne sont pas suspendues en l'air. Bon, je ne sais plus si ça a été dit comme ceci, mais en tout cas, par exemple, c'est aujourd'hui l'anniversaire de la Révolution russe, le 100e anniversaire. On tient particulièrement à non seulement en parler, mais à montrer en quoi cette révolution, elle est d'une actualité brûlante, et surtout, ça représente des armes pour l'avenir, parce qu'on se revendique du communisme. Et cette jeunesse-là, on se revendique de tout cet héritage, ce qui n'est pas votre cas. C'est pas du tout une insulte, c'est que vous avez délibérément et volontairement abandonné l'étiquette Ligue communiste révolutionnaire. Vous écrivez dans un certain nombre de vos... Voilà, c'était, je crois, pour préparer une fête à Poitiers qui parle de l'anniversaire de 1917.
c'est loin, une nouvelle période. La nôtre nécessite de discuter d'autres outils politiques, d'autres revendications politiques, écologistes, féministes, internationalistes, etc. Bon, tout ça, c'est des sujets, mais il faut une arme pour changer les choses. Il faut une arme pour comprendre le monde, pour comprendre la société. Et cette jeunesse-là exploitée, qu'elle soit dans les quartiers, dans les entreprises, etc., eh bien nous, l'arme qu'on veut lui donner, c'est celle, effectivement, des idées communistes révolutionnaires. Et on veut réimplanter ça. Alors, et bon, quelques mots quand même sur l'unité et préparer les luttes. Bon, on reviendra peut-être sur cette unité, mais l'unité, ça a de sens quand il y a des luttes. Pendant la loi El Khomri, les manifestations contre la loi El Khomri, pour prendre quelque chose de récent, ah oui, on était dans les mêmes manifestations, on était dans le même mouvement, et d'ailleurs, dans ces mouvements, aux côtés d'ailleurs de syndicats, de partis, de militants, etc., bien loin de toute une opposition, et on n'a pas mégoté notre participation et la place qu'on prenait dans ce combat-là aux côtés d'organisations bien loin de nous, parce qu'il s'agissait de luttes réelles. Bon, là, on est en train de discuter à propos du Front social et autres, de la construction à froid, hors sol, d'un appareil. Alors, c'est respectable, c'est pas le problème. Tous ces militants-là, ils mènent leur combat. Mais la question qui se pose à nous, est-ce que nous, communistes révolutionnaires, on aide à construire un appareil mi-politique, mi-syndical qui veut être la future direction d'un futur mouvement ou pas? Nous, la réponse, elle est clairement non. Non pas parce qu'on est sectaire, mais parce que si cet appareil prenait la tête de futures luttes, ce serait en effet pour l'emmener sur un terrain qui pue, celui de fermer les frontières, celui de nous désigner de tout autre adversaire que les véritables que les capitalistes qui sont responsables. Donc c'est ça le fond du problème. L'unité dans les luttes, mais pas l'unité à froid avec n'importe qui. Donc pour répondre, je pense que c'est quand même un peu, quand tu dis nous sommes les seuls à s'adresser aux ouvriers, donc ce qui implique donc que le NPA ne s'adresse pas aux ouvriers, sauf qu'il présente un candidat ouvrier pour, c'est du flanc quoi. Bon, c'est pour faire semblant. A priori, mais je pense qu'on est deux organisations qui nous adressons à l'ensemble du salariat, aux ouvriers, aux femmes, aux jeunes des quartiers populaires, aux jeunes qui sont discriminés, etc. Parce que sur les violences policières, ça concerne qui exclusivement? Ça concerne des jeunes des quartiers issus de l'immigration. Ça concerne des jeunes au chômage, par ailleurs. Ça concerne pas des Marc, des André, mais ça concerne des Adama, par exemple. Bon, et ça, c'est une réalité. Bon, les violences policières aujourd'hui, effectivement, que pour nous, elles sont importantes parce qu'elles font partie de ce que aujourd'hui met en place les politiques et ce gouvernement avec le biais de l'état d'urgence, de l'augmentation des flics et de la répression policière dans les quartiers, mais pas seulement. Aujourd'hui, l'état d'urgence, la répression policière, elles empêchent des militants syndicaux de faire des manifestations, on attaque le droit de grève, etc. Évidemment, participer au collectif, au rassemblement contre les violences policières, c'est aussi participer à la lutte contre toutes les discriminations et à la mise en place d'un État répressif et à un État qui, aujourd'hui, n'a que seule réponse à nos mobilisations et aux mobilisations des jeunes des quartiers que la matraque. Et ça, pour nous, c'est important que les militants et les militantes révolutionnaires soient aussi aux côtés des jeunes des quartiers qui souffrent de violences policières. Donc, on nous dit aussi que le NPA aurait abandonné l'idée d'être communiste révolutionnaire parce qu'on aurait abandonné dans notre nom, anciennement Ligue communiste révolutionnaire, bon, si ma mémoire est bonne, lutte ouvrière. Il n'y a pas de nom non plus de communiste révolutionnaire. Donc à mon avis, c'est pas le nom qui compte, c'est la stratégie que nous défendons.
Voilà. Et la stratégie qu'on défend aujourd'hui, c'est la rupture avec le système capitaliste. C'est le renversement et l'expropriation de l'État bourgeois et de la bourgeoisie. Donc nous sommes bien une organisation stratégiquement pour la révolution, pour la transformation révolutionnaire de la société. Et c'est pas le nom qui change, c'est la stratégie qu'on mène et comment on s'y prépare. Bon, donc donc pour nous, concernant le Front social, bon. Donc, passons sur le leader charismatique Michael Wammen. Bon, est-ce que dans la situation aujourd'hui, moi c'est une question que je pose aux camarades, est-ce que dans cette situation aujourd'hui, pendant cette élection présidentielle, après cette élection présidentielle et après les élections législatives, est-ce que c'est mieux d'avoir le Front social qui mobilise ou rien du tout, aucune lutte, aucune mobilisation? Ben, nous, au NPA, on pense que c'est mieux d'avoir des luttes, même partielles, même petites, mais qui font bouger et qui peuvent dire aux militants et aux militantes qui adhèrent au Front social, qui vont manifester, même s'ils ne sont pas très nombreux, voilà, qu'il y a une possibilité. Et ça dit quoi, cette mobilisation de Front social, hein? Et tous les militants syndicaux, sans doute les plus radicalisés qui y participent, mais pas seulement, parce que dans la dernière manifestation du Front social, on a pu quand même voir des salariés, des gens lambda qui refusaient la politique, qui refusaient un deuxième tour Macron-Le Pen et qui avaient envie de dire, parce que aussi un des problèmes qu'on a eu par rapport à 2002, c'est qu'il n'y a pas eu de manifestation contre Le Pen le soir des résultats. Bon, et ça veut dire, ça aussi, ça fait partie aussi de notre bilan. Bon, comment ça se fait qu'on n'a pas pu, au soir du premier tour, appeler à une manifestation contre le Front National, parce que pour la plupart, c'était logique, normal, que le Front National soit au second tour des élections présidentielles. Nous, on considère qu'évidemment, ce n'est pas normal et que toutes les mobilisations contre le Front National, mais contre toutes les politiques annoncées d'ores et déjà par ce gouvernement que nous a indiqué Antoine, qu'il faut se mobiliser, alors que ça soit via le Front social, via d'autres initiatives, parce qu'il n'y a pas que le Front social, il y a aussi d'autres choses qui se passent. Et effectivement, c'est un problème, parce qu'il y a des résistances, il y a des luttes, mais elles sont éparpillées, elles sont essentiellement défensives. Et notre rôle à nous, c'est d'essayer que ces résistances, ces luttes, elles convergent pour enfin essayer de stopper un gouvernement qui, lui, a décidé d'aller loin dans le recul de nos droits sociaux. Nous, on ne veut pas s'adresser aux ouvriers. On veut s'implanter dans la classe ouvrière. Ce n'est pas la même chose. On n'est pas à l'extérieur. Nous, ce qui manque, c'est que notre classe sociale n'est pas un parti indépendant avec une politique indépendante. La bourgeoisie, elle a X partis qui vont de la gauche, en passant par le PS, à la droite, etc. La classe ouvrière, aujourd'hui, elle n'a pas un parti. Et nous, les communistes révolutionnaires, on est convaincus que si on veut changer la société, eh bien, il y a une classe sociale qui peut la changer, c'est le prolétariat, c'est la classe ouvrière. Parce que sinon, tout le reste, c'est du vent. Alors oui, bien sûr que s'implanter dans la classe ouvrière, ce qui manque cruellement, c'est une politique volontariste. Les idées communistes, elles naissent pas dans la classe ouvrière par miracle. Il faut qu'il y ait des militants qui défendent ces idées, ces perspectives. Et là-dessus, on est en désaccord. Quand tu cites, Sandra, je ne me rappelle plus exactement de la citation de Lénine sur le parti qui ne s'occupe pas seulement de la classe ouvrière, mais lui, il parle d'un parti qui est implanté dans la classe ouvrière. Il est où ce parti aujourd'hui? C'est pour ça que nous, on ne dit pas que les luttes sur l'écologie, sur le féminisme, c'est des luttes à jeter. Non,
On dit, nous, que nos tâches prioritaires aujourd'hui, vu le nombre qu'on est, c'est justement de mettre toutes nos forces dans l'implantation des entreprises, de toutes les entreprises. Moi, je ne parle pas que des usines. Vous savez, il y a des camarades qui militent dans les assurances, dans les hostos. La classe ouvrière, elle est multiple, mais on n'existe pas. On ne fait pas le poids. Sinon c'est du flanc. Le patronat, aujourd'hui, c'est lui qui mène la danse. Et en face, comme il n'y a pas un parti, comme il n'y a pas assez de militants qui soient implantés à défendre des perspectives, eh bien oui, on recule. Alors, j'espère que je ne suis pas encore trop long. Pour caricaturer un petit peu Philippe Poutou, comme tu disais, le NPA, lui, il est pris par des mobilisations, par des luttes, par des manifestations. Il est pris à Notre-Dame-des-Landes, il est pris à Bure, pendant que nous, lutte ouvrière, on essaie d'implanter les idées révolutionnaires dans les entreprises. Voilà. Et que si notre classe sociale, parce que des mouvements, il peut y en avoir des mouvements, bien sûr, mais si ce n'est pas des communistes révolutionnaires qui proposent une perspective aux travailleurs, et bien à chaque fois, on se réunira et on dira encore une nouvelle défaite. Et implanter des idées dans la classe ouvrière à travers des militants, c'est aussi défendre des idées marxistes. Les idées, dire aux travailleurs que nous avons des intérêts communs et que même le gars dans la boîte qui vote Front National au premier mais au deuxième tour, il va le convaincre que c'est une connerie, que justement la force qu'on représente, c'est cette classe, cette conscience de classe, cette conscience que les travailleurs, on a des intérêts communs face à une autre classe sociale, la bourgeoisie. C'est former des militants aux idées communistes, leur transmettre tout notre capital politique, les luttes du passé, comment la classe ouvrière a mené des combats, comment elle a gagné des combats, comment elle a perdu des combats à cause d'autres partis politiques. Voilà, pour nous, c'est notre tâche actuelle. Oui, la classe ouvrière aujourd'hui est certainement désorientée. On le sait bien, on l'a vu, oui. Eh bien, s'il n'y a pas des militants qui proposent d'autres perspectives, eh bien, où est-ce qu'on va aller comme ça? Le recul, il va aller jusqu'où? Non, mais je pense qu'on aborde un peu la vraie discussion en fait, parce que effectivement, je veux dire, souvent dans nos discussions, on le prend par un aspect super concret où un tel aurait voilà, trahi parce qu'il a fait ça, ou on s'envoie des citations de nos propres presses, etc. Bon, je vais commencer par là, du coup, pour aller vraiment dans le sens, ce que vous avez écrit l'autre jour justement sur le texte sur l'islamophobie. À propos de nous, cet opportunisme est une vieille tradition d'une partie du mouvement trotskiste, on suppose que c'est nous, la même qui l'a conduite dans le passé à soutenir sans démarquer les nationalistes des pays colonisés, comme le FLN algérien, ou certains courants staliniens à trouver des vertus aux associations les plus réformistes comme Attac, ou à faire les yeux doux aux décroissants. Le problème, c'est que étudier l'histoire du mouvement ouvrier, c'est bien, mais on n'en tire pas forcément les mêmes conclusions, et c'est pas parce qu'on n'en tire pas les mêmes conclusions qu'on la connaît pas. Donc la citation justement de Lénine sur la discussion sur la conscience de classe, c'est que la conscience de classe provient de l'extérieur de la lutte économique. Voilà. C'est qu'il suffit pas d'être dans une boîte, il suffit pas d'avoir des revendications immédiates économiques, il suffit pas de rencontrer des militants ouvriers, des militants révolutionnaires pour que la classe s'organise de façon indépendante et soit capable d'agir. Il se passe autre chose.
Donc c'est pas parce que on fait des bulletins d'entreprise, nous aussi on en fait. C'est pas parce qu'on fait du bouton de veste, nous aussi on en fait. Tous ces trucs-là, il n'y a pas de désaccord, y compris sur ce que tu dis, sur le fait qu'il n'y a pas assez de militants révolutionnaires dans les entreprises. Je veux dire, on ne peut qu'être d'accord avec cette question, avec cet élément-là. Mais la discussion, elle n'est pas tellement là en réalité. La discussion, bah oui. Parce que, encore une fois, là-dessus, on est d'accord, vous avez gagné, vous nous avez convaincus comme vous voulez, il n'y a pas de problème. On se range à vos arguments, prenez-le comme vous voulez. Mais la discussion, elle n'est pas là. Et de savoir comment est-ce qu'on fait faire une bascule à la conscience de classe. Et oui, nous, on pense que quand les travailleurs, ce que disait Sandra, même quand ils n'ont pas conscience d'appartenir à la classe ouvrière, se mettent en mouvement, oui, on pense que c'est positif et que ça lui fait prendre conscience d'intérêts communs. Et qu'effectivement, quand tu luttes ensemble avec quelqu'un qui n'est pas de la même origine, qui n'a pas forcément le même accent, quand tu luttes ensemble, eh ben, il se passe quelque chose de plus. Mais on pense aussi que quand tu vas à une manif sur la Palestine, ou quand tu luttes contre les violences policières, ou même que tu te fais matraquer ensemble, il y a quelque chose qui se passe aussi. Donc voilà tout ce que nous on veut dire. C'est qu'effectivement, c'est pas simplement dans la construction du parti révolutionnaire que tu développes la conscience. Et pour une raison simple, c'est que la conscience de classe ne se résume pas à une conscience révolutionnaire, au programme révolutionnaire. Parce que sinon, je veux dire, il n'y a qu'à attendre. On construit, et puis à un moment, on sera majoritaire. Mais ça, camarades, ça c'est la vision de la social-démocratie du début du XXe siècle. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est que les révolutionnaires sont minoritaires dans les périodes révolutionnaires. Au début des périodes révolutionnaires, ils sont minoritaires dans les luttes. Tu disais tout à l'heure, l'unité, elle est utile quand il y a des luttes. Pour caricaturer, je dirais quasiment l'inverse. Parce que quand il y a des luttes, il y a l'unité. Quand il y a des salariés qui sont en lutte contre les retraites et que tu as un mouvement de masse, t'es pas en train de te battre pour l'unité, camarade. T'es en train justement de te battre contre les réformistes pour une autre orientation. Parce que, comme Mélenchon, ils disent qu'il faut un référendum. Et que toi, tu dis qu'il faut la grève générale. Parce qu'ils disent qu'il faut, qu'il faut faire confiance aux délégués syndicaux pour négocier la continuité, la suite de la lutte. Et que toi, tu dis, bah non, il faut faire des assemblées générales. Il faut reconduire la grève. Donc, c'est pas les moments où tu revendiques le plus l'unité. L'unité, c'est quoi? C'est justement, c'est un outil pour mettre en mouvement, parce que les travailleurs, ils sont pas spontanément révolutionnaires, ils sont pas spontanément sur notre orientation politique, sinon on n'aurait même pas besoin de discuter. Ça serait beaucoup trop simple et beaucoup trop facile. Donc, alors, je regarde où j'en suis. Donc voilà les éléments qui effectivement nous paraissent importants pour la politique des révolutionnaires dans la période. Alors justement, pour revenir encore sur cette histoire, désolé, d'islamophobie et d'opportunisme de notre courant, alors on est toujours étonné, parce qu'en gros vous nous dites le problème avec vous, c'est que pour défendre une lutte antiraciste ou pour lutter contre l'islamophobie, vous vous associez avec n'importe qui. Alors, il se trouve qu'en 2004, vous avez signé, vous aussi, un texte avec l'UOIF, donc manifestement, ça ne vous posait pas de problème. Mais voilà pour nous où est le débat. C'est que on pense que à chaque fois que c'est possible de mettre en mouvement le monde du travail, eh ben oui, il faut le faire, même si ça nécessite des compromis avec les organisations réformistes, quelle que soit leur nature, que ça soit des organisations qui peuvent être confessionnelles, ça s'est toujours fait dans l'histoire du mouvement ouvrier. Alors, moins en France que dans d'autres pays, pour des raisons historiques qu'on pourrait discuter, parce que quand on voit les résultats de cette histoire dans le programme d'un Mélenchon qui nous raconte les lumières de la France et ce que ça provoque dans tous les pays du monde, il y a 2-3 questions à se poser. Bah oui, dans toute une série de pays, on ne croit pas qu'il y aurait une idéologie des Lumières qui serait fondatrice de tout. Bah oui, il y a des contradictions dans la conscience, c'est compliqué, les gens y pensent des conneries, mais c'est en se mettant en mouvement, c'est en agissant que leur conscience de classe, elle progresse et qu'on a une chance de convaincre des idées révolutionnaires, parce que, encore une fois, quand on voit les périodes révolutionnaires, bah, c'est dans le mouvement que les idées révolutionnaires apparaissent comme les plus légitimes et les plus utiles. Eh oui. Alors, plusieurs petites choses. Déjà, si le NPA n'est pas communiste, c'est pas simplement parce que c'est plus dans l'étiquette. Quand Philippe Poutou a été interviewé par des journalistes qui lui demandent vous êtes trotskiste, il a répondu bah non, on n'est pas trotskiste, on est toute une série de choses, zadiste, libertaire. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est vous. C'est pas une insulte, c'est un constat. Bon, voilà, c'est bon.
Ensuite, juste, je voulais relever quand même, Sandra regrettait qu'il n'y ait pas eu plein de manifestations au soir du deuxième tour contre Le Pen. Bon, il y en a eu plein il y a 15 ans. Bon, plein, des millions dans la rue. Et ça a donné quoi? En quoi ça a empêché le Front National de devenir ce qu'il est aujourd'hui? À l'époque, d'ailleurs, on était un peu seul et on se sentait un petit peu seul pour dénoncer Arlette Laguillet en n'appelant pas à voter pour Chirac d'aucune façon. C'est pas de l'histoire ancienne, hein, c'est juste il y a 15 ans, qui se sentait un peu seul pour dénoncer l'opération politicienne. Bon. Et c'est aussi parce que pendant ces 15 ans, le cirque, les illusions électoralistes, les illusions données par les partis de gauche, etc., la vraie gauche, la fausse gauche et compagnie, ont continué à décevoir, à exaspérer, que le Front National, il en est là où il en est aujourd'hui. Alors ça, c'est un aspect. Alors ensuite, quand même, bon, par rapport sur ce front social, l'unité, etc., bon, là, on discute avec des représentants de la direction du NPA qui défendent une politique, mais en même temps, là, on est en pleine élection législative et partout dans le pays, il y a des comités départementaux du NPA qui prennent des positions par rapport à ces élections législatives. Et moi, ce que je constate, c'est que déjà, il n'y a pas d'unité à l'intérieur du NPA. Il y a des listes des candidats NPA soutenus par le NPA avec le programme du NPA, fort bien, 28. Il y a plein d'endroits, il y a eu quelques départements où, conformément visiblement à votre décision, discussion, vous avez appelé à voter pour le candidat de lutte ouvrière, fort bien. Mais il y en a toute une série d'autres où, en fait, bon, vous faites des communiqués pour regretter l'extrême division de la gauche et pour expliquer que justement, y compris c'est dans le contexte du Front National et que cette division, elle contribue à faire monter le Front National, donc en laissant entendre que c'est regrettable que la France Insoumise, le PCF, le NPA, Lutte ouvrière ne soient pas ensemble, comme s'ils étaient sur le même terrain, comme s'ils défendaient la même chose. Alors, cette unité-là dont vous voulez parler, nous, on est très fiers de la dénoncer, cette unité-là. Et d'ailleurs, justement, bon, conclusion d'un communiqué du NPA du Bas-Rhin, qui est assez significatif en réalité de cette histoire de Front Social. C'est le dernier paragraphe. Le NPA va donc consacrer toute son énergie au début de mobilisation contre les ordonnances Macron. Nous soutenons la création d'un Front Social qui unit à la base les militants, etc. Donc en résumé, on n'a pas l'envie, les moyens, la force de se présenter pour faire entendre un programme général qui s'adresse aux travailleurs dans ces élections. On regrette la division de la gauche en général au sens large qui, soi-disant, ferait monter le Front National. Et conclusion, on se rabat sur un autre truc, parce que c'est à peu près ça dont il s'agit. Voilà. Alors, bon, je ne peux pas répondre surtout en 5 minutes, mais quand même, bon, quand il y a des luttes, quand il y a des révolutions, bon, comment dire, l'exemple quand même le plus flagrant où la politique des révolutionnaires, qui était minoritaire, incompris, traité de sectaire au début du processus, en février 1917, c'est les bolcheviks, et 8 mois plus tard, ils sont retrouvés au pouvoir. Est-ce que c'est en faisant l'unité, en cachant leurs divergences avec les partis qui combattaient? C'est tout l'inverse. C'est précisément en appuyant sur les divergences. C'est précisément en montrant, en essayant de faire comprendre aux travailleurs que ceux qu'ils avaient choisis et en qui ils avaient confiance allaient les trahir, les tromper. Et c'est précisément parce qu'ils ont gardé leur cap. Bon, alors bien sûr, c'est vrai que la conscience de classe, vous avez écrit aussi, il faut réimplanter la conscience de classe. On partage cet aspect-là. Mais tout le problème, c'est quelle conscience de classe, quel programme, quelles idées et comment. Bon, bien sûr que ce n'est pas de façon désincarnée que les idées, elles s'implantent. Et c'est effectivement à travers des luttes, y compris des luttes défaites, y compris des luttes défensives. Puisque vous citez, bon, Engels, il y a en 1848, il y a 45 même, il disait que les grèves, c'était l'école de guerre des ouvriers, en expliquant que dans toutes les luttes, il y en avait 100 fois plus de perdus que de gagnés. Mais que c'est à travers ces grèves que les travailleurs pouvaient comprendre
Qui sont leurs ennemis? Qui sont leurs alliés, justement? En quoi? C'est pas les travailleurs détachés, c'est pas les immigrés, c'est pas ceci, les intérimaires, les fonctionnaires, les ceux-là. Mais pour que ça le fasse, il faut qu'il y ait dans la boîte, dans les luttes, dans les quartiers, des militants qui soient clairs et qui justement tiennent le cap, comme les bolcheviks à une toute autre échelle l'ont fait. Alors là, on n'est pas en train de discuter de la révolution, mais même de simple lutte. La grève de GMS, de Whirlpool, vous dites c'est une grève exemplaire. Quoi exemplaire? Bon, c'est une grève qui existe de travailleurs qui se défendent pour pas crever. Et en tant que tel, bon bah ils font ce qu'ils peuvent. Mais une grève exemplaire, ce serait quoi? Ce serait une grève qui pourrait servir de leçon pour l'ensemble des travailleurs, que les travailleurs dirigeraient de A jusqu'à Z. Bon, qui élèverait leur niveau de conscience. Bon ben là, elle est dirigée par une équipe syndicale qui est ni plus ni moins que les autres. En quoi elle est exemplaire? En rien. Alors c'est pas parce qu'on y est. Le vrai gros défaut de toutes ces entreprises, c'est qu'on n'y est pas, ni vous ni nous, et qu'il n'y a pas de militants révolutionnaires dedans. Et c'est bien pour ça que dans le contexte, vu ce qu'on est, bon, il faut s'employer à y être, à faire qu'il y ait des militants pour les défendre ces idées. Je vais revenir sur le Front National. Alors effectivement, c'était en 2002 qu'il y avait eu des mobilisations contre le Front National dès le premier tour. Nous, on considère que c'est quand même regrettable, même si le Front National s'implante, se développe, etc. C'est quand même déplorable et incroyable qu'aujourd'hui, il y a une majorité de gens qui pensent que c'est normal qu'un parti raciste, sexiste, réactionnaire soit au second tour des élections présidentielles et que ça soit normal que ça devienne un parti en fait considéré comme un autre parti bourgeois. Nous on considère et on considérera toujours que le Front National n'est pas un parti comme un autre, mais ça je pense qu'on partage cette idée-là. Donc là il n'y a pas de faux débat entre nous. Et en revanche, nous, on pense que la lutte contre le Front National, elle doit se faire de façon unitaire, large, avec l'ensemble des organisations syndicales, l'ensemble des partis politiques qui veulent lutter réellement contre les idées du Front National et l'adhésion d'un grand nombre de salariés, de jeunes qui adhèrent aujourd'hui au Front National. Alors concernant l'unité dans le NPA, il n'y aurait donc pas d'unité dans le NPA. En fait, le NPA, c'est une organisation démocratique. C'est une organisation démocratique qui a le droit de tendance. Eh oui, je sais, ça peut faire bizarre, mais ça existe chez nous. Donc, on a plusieurs tendances, c'est vrai. Mais il y a des textes qui sont majoritaires. Et a priori, parce que quand les textes sont majoritaires, ils sont défendus au niveau national par l'ensemble des camarades du NPA. Bon, et c'est dans ce sens-là, dans cette proposition et dans ces textes de notre direction, qu'on a fait une proposition à Lutte ouvrière pour les législatives, où on nous a répondu que c'était une fausse vraie proposition, enfin une vraie fausse proposition plutôt, et qu'on nous a dit non merci, au revoir. Donc effectivement, nous n'avons pas les moyens, au vu de notre score, et nous avons analysé ça calmement, c'est qu'au vu du score que nous avons fait aux élections présidentielles, on a pensé un peu compliqué de dépenser des millions d'euros pour se présenter aux élections législatives. Et on pense qu'aujourd'hui, même s'il est important de faire effectivement connaître les programmes d'urgence, le programme du NPA, tout comme a priori Lutte ouvrière dans les élections législatives, on a pensé avec les deniers qu'on avait, en fait l'argent disponible au NPA, que 28 circonscriptions c'était suffisant, mais que ces élections ne devaient pas nous empêcher non plus
d'agir dans les luttes et de créer les résistances. Donc c'est pas contradictoire de se présenter à la fois aux élections législatives ou aux élections et en même temps travailler à ce qu'il y ait des luttes et des résistances aujourd'hui. Et c'est l'idée et c'est pour ça que des militants et des militantes du NPA participent au Front social, mais également à toutes les luttes et les résistances qui peuvent exister. Et on n'a pas dit que la lutte de GNS était exemplaire, mais on s'est appuyé dessus pour dire qu'en fait, oui, malgré les reculs, malgré les défaites, il y a encore des résistances, il y a encore des salariés et des salariés qui aujourd'hui disent bah ça suffit et qui disent qu'on veut résister. Alors après, évidemment c'est défensif, évidemment que ces luttes-là malheureusement ne produisent rarement de victoires, mais nous on pense que c'est un point d'appui pour la conscience de classe. Alors tu nous dis, mais sur quel programme créer le parti, le NPA? Alors on ne serait pas donc révolutionnaire, parce qu'il n'y a pas d'unité, etc. Et sur quel programme on défendrait la nécessité d'un parti, parce que on ne serait plus communiste révolutionnaire. Mais a priori, Nathalie Arthaud a répondu à cette question-là pendant la présidentielle. C'est qu'a priori, on avait un programme complémentaire de celui de Lutte ouvrière. Donc on pense que notre programme d'urgence sociale et démocratique n'est pas si loin, n'est pas si éloigné du programme d'urgence de Lutte ouvrière et qu'a porté aujourd'hui Nathalie Arthaud. Alors effectivement, la situation aujourd'hui, elle est compliquée, etc. Donc il y a nécessité que les révolutionnaires que nous sommes, vous et nous, de lutter, de résister, de créer les convergences pour qu'il y ait un gros mouvement social et en même temps la construction d'un parti large, révolutionnaire, de transformation révolutionnaire pour la société. Et je pense que ça, c'est une discussion qu'on doit continuer à avoir, effectivement, mais il faut, pour avoir ces discussions, je pense qu'il faut se respecter les uns comme les autres. Et a priori, si vous privilégiez dans vos débats, en particulier à la fête de Lutte ouvrière, la discussion avec le NPA, c'est qu'on a un positionnement différent des partis réformistes ou d'autres partis, etc. Donc il faut qu'on continue à discuter, à voir un petit peu les possibilités ou pas. Mais nous, dans cette situation, voilà, notre priorité, c'est d'agir politiquement et agir socialement, parce que sinon, comme tu le disais dans ta conclusion, les reculs seront encore plus importants et sans doute là, la situation sera encore beaucoup plus difficile, en particulier pour l'ensemble des salariés et pour l'ensemble des opprimés de ce pays. Alors, pour finir le débat, je vais donner la parole à chaque camarade, mais là, je leur demande de vraiment respecter moins de 5 minutes chacun. Voilà, on ne dépasse pas. Surtout de ce côté-là, ouais. Bon, alors, pour être court, sur le Front National, bien sûr que c'est un parti anti-ouvrier d'abord, un parti qui divise le monde du travail en désignant les travailleurs immigrés comme des travailleurs qui viennent prendre le travail d'autres, un parti xénophobe. Mais la montée du Front National, parce que c'est là le problème, c'est la montée, le vote Front National qui ne cesse d'augmenter. Eh bien, il y a quand même une relation directe avec les politiques que l'on a subies depuis des dizaines d'années. Cette politique pro-patronale de Chirac, de Sarkozy, de Hollande, mais ils ne sont pas arrivés non plus au gouvernement par l'opération du Saint-Esprit. Et que, oui, on a un réel problème avec le fait que des travailleurs, aujourd'hui, pensent que, malgré que le Front National
soit raciste, mais vote aussi Front National en se trouvant dans une situation complètement paumée. Parce que, justement, il n'y a rien d'autre dans notre camp. 2 mots sur la proposition du NPA sur les législatives. Alors, le NPA, 10 jours avant le dépôt des listes, nous fait une proposition de rencontre que l'on a acceptée tout de suite pour discuter. C'était seulement quand même 10 jours avant. La question aurait pu se poser de la part du NPA depuis plus longtemps. Alors, le NPA proposait un partage de circonscriptions. Sur quel programme? Bon, ça, on n'en discutait pas tout de suite. Ça serait discuté plus tard, 10 jours avant le dépôt des listes. Ça serait discuté plus tard. Le NPA, si nous étions d'accord, mais même si on n'était pas d'accord, 51% de la direction du NPA appelait à voter lutte ouvrière. C'était leur position. À 51%, ça s'est joué de peu. À 1% près, même s'ils n'étaient pas présents, ils n'appelaient pas à voter lutte ouvrière, qui malgré bien des défauts, certainement, a quand même un programme de revendication, un programme où on défend les intérêts politiques des travailleurs. Et si nous étions d'accord, donc il n'y avait pas de programme, et lutte ouvrière se retrouverait peut-être à appeler à voter pour des listes, pas forcément NPA, parce que dans le même temps qu'on discutait ensemble, il y avait des sections du NPA qui, eux, discutaient avec le Front de gauche, qui discutaient avec d'autres organisations pour faire des listes communes. Donc c'est pour ça qu'on a dit que c'était quand même pas sérieux. Voilà, je m'arrêterai là. Tu peux faire quelque chose? Oui. Non, mais comment dire? Le problème, c'est que vous oscillez entre un monde très simple et un monde, des fois, où nous-mêmes, on comprend pas bien, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si le monde était simple. Alors, moi, je vais te donner un exemple concret, puisque tu poses la question de pourquoi il y a des camarades qui ont des réticences à avoir un vote dans l'ensemble des circonscriptions pour lutte ouvrière. Il se trouve que dans le Gard, il y a des camarades qui sont des syndicalistes, qui ont monté une petite organisation locale, qui ont fait la campagne Poutou, et qui sont des révolutionnaires, qui n'ont pas un programme ni mieux ni moins bien que le tien ou le nôtre. Donc il y a des camarades qui disent « Ouais mais attendez, le problème c'est que si on appelle centralement à voter pour Hello, qu'est-ce qu'on fait de ce type de gens ?» Donc voilà le problème auquel on est confronté quand on a ce type de vote sur l'ensemble des circonscriptions. Alors, tu le présentes d'une façon, je veux dire qu'il peut exactement se retourner. C'est-à-dire que tu dis, bon oui, mais bon, il n'y avait pas d'accord. L'accord politique dans nos campagnes, je veux dire, la plupart des gens n'ont même pas compris qu'il y avait une différence entre ce que racontait Poutou et Nathalie Arthaud. Nous-mêmes, il suffit de prendre... Non, je t'assure, oui, peut-être qu'il y en a compris, qu'ils ont compris qu'il y en a un qui était ouvrier et l'autre pas. Je sais pas, à toi de voir. C'est agaçant aussi, hein. D'accord. Donc je pense qu'effectivement, on va revenir sur ce que j'ai dit juste avant, c'est qu'ils n'ont pas vu la différence. Mais parce qu'il y a peu de différence, parce que si tu regardes les deux professions de foi et que tu listes les mots d'ordre qu'on met en avant, c'est les mêmes. C'est l'interdiction des licenciements, c'est la levée du secret bancaire industriel. De toute façon, la plupart de ces trucs-là ont été écrits en 1938, on fait juste des copier-coller du programme de transition. Donc il n'y a pas de problème, avec du retard peut-être pour certains, mais on est plus ou moins rapide à la détente. Donc sur la question du programme, c'est de mauvaise foi parce que justement, comme le disait Sandra, vous avez dit vous-même que les deux programmes, enfin que les deux façons dont on le présentait étaient complémentaires et qu'il y avait très peu de divergences. Donc l'argument peut tout à fait se retourner parce que si vous aviez voulu justement que les choses soient plus simples, il aurait suffi que vous disiez oui à notre proposition. Donc, par ailleurs, bon, dire que c'était... Voilà. Donc, il y en a qui applaudissent, c'est très bien. Donc, il y en a qu'un seul, mince. Donc, voilà, la chose, c'est qu'il suffisait de dire oui
pour évacuer cette question-là. Deuxième chose, c'est pas vrai que c'était 10 jours à l'avance, parce que le vote a intervenu 15 jours à l'avance, et en réalité, ça faisait déjà 15 jours, 3 semaines, on discutait avec des camarades pour leur dire, qu'en diriez-vous? Et qui nous disaient, écoutez, faites une proposition, votée, et puis on reviendra sur la question. Donc on n'est pas les seuls, à mon avis, à avoir une responsabilité là-dessus. Si Hello voulait une campagne unitaire avec le NPA, elle est bien assez grande pour le décider dans ses congrès ou dans ses réunions de direction. Après, pour revenir au débat qu'avançait le camarade sur d'où vient le Front National, et on est d'accord sur le fait que la place du Front National vient des politiques antisociales et du recul de la conscience de classe. Mais là où commence la discussion, c'est quand tu dis ça vient du fait qu'il n'y a rien en face. Et nous, ça peut, c'est ce qu'on discute en aparté là, mais nous, ce qui nous terrorise quelque part dans votre façon de prendre toute cette discussion, c'est que pour vous, la réponse à l'ensemble des questions, c'est le Parti révolutionnaire. Et voilà. Et tu dis, voilà. Mais t'as raison, parce que pour nous, c'est pas le cas. Voilà. Donc, nous, on est pour un parti révolutionnaire, mais on pense qu'un parti, c'est un outil. C'est pas une fin en soi. Et d'ailleurs, dans l'histoire du mouvement ouvrier, parce qu'en plus, tu prends l'exemple de 1917 pour dire non, les bolcheviks ont toujours dénoncé les réformistes. Enfin, je suis désolé, mais c'est pas juste. Y compris, ils ont été même à tel point ne pas le faire qu'ils se sont retrouvés au gouvernement provisoire. À soutenir le gouvernement provisoire et avoir justement la discussion, puisque c'est Lénine dans les thèses d'avril qui dit faut arrêter les conneries, ce gouvernement-là est pas le nôtre, il faut le dénoncer. Donc tout ça, c'est je veux dire, c'est l'histoire revue, idéalisée sur le fait que la solution à tous les problèmes serait le parti révolutionnaire. Nous, on pense que c'est pas le cas, qu'un parti c'est un outil. C'est un outil pour faire la révolution, c'est un outil pour l'auto-organisation, c'est un outil pour construire le rapport de force et développer la conscience de classe. Voilà. Donc oui, on pense qu'en dernière instance, évidemment, le parti est notre orientation et l'héritage du marxisme, du trotskisme et tout ça, c'est les meilleurs outils, c'est les meilleures orientations pour s'orienter contre le fascisme, sur la révolution permanente, sur la prise du pouvoir et toute une série de revendications transitoires. Bien sûr, on est d'accord que c'est le meilleur outil, mais c'est un outil pour changer les choses. Et oui, on pense que la place du Front National, désolé, mais si les révolutionnaires faisaient pas 0, je sais pas combien de pourcents et 1,1, mais s'ils faisaient 6 ou 7, malheureusement, la place du Front National serait a priori exactement la même. Donc le problème, il n'est pas là. Pour nous, c'est qu'il y a une urgence, effectivement, à ce que les travailleurs se mobilisent et proposent d'autres perspectives. Et si dans un premier temps, c'est des perspectives de lutte immédiate, y compris des mots d'ordre qui sont des mots d'ordre complètement défensifs. Mais s'ils luttent, et qu'il y a des revendications, et qu'il y a des manifestations, et qu'il y a des grèves, c'est dans ce cadre-là qu'ils prennent conscience dans leur propre force. Et c'est dans ce cadre-là que reculent les idées réactionnaires et le Front National. Et je dis juste un dernier mot, excuse-moi, j'ai débordé, mais qu'on voit bien que justement les idées racistes, elles reculent quand dans ces dernières années, quand il y a des luttes antiracistes. Donc quand il y avait les grandes luttes de sans-papiers dans les années 90, c'est dans ces moments-là où le racisme a reculé, parce que justement les gens voyaient bien que oui, il y avait autre chose qui était possible. Donc oui au parti révolutionnaire, mais oui aux luttes dès maintenant du monde du travail, du mouvement ouvrier. Oui, alors, écoutez, Sandra a dit si on débat avec vous ici, c'est parce que on pense qu'on doit penser qu'on a un certain nombre de points communs plus avec le NPA qu'avec l'autre. Je suis d'accord. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est pas ça. C'est que le NPA, lui, a pas l'air de penser qu'on a plus de proximité qu'avec la France Insoumise ou le Parti communiste ou le Front de gauche. Hein, parce que quand même, il y a au moins une circonscription du côté des Vosges où il y a une candidature unitaire France Insoumise et NPA. Alors ok, le NPA est démocratique et a des tendances, mais la démocratie, même avec des tendances, il me semble qu'une fois qu'il y a un vote, même à 51% de voix qui est pris, tout le monde s'y plie. Apparemment, ce n'est pas le cas. Bon, donc ça pose quand même un problème. Ensuite, je ne sais pas si, en effet, on a une proximité aussi grande. Nous, effectivement, on vous invite à la fête et à ce débat, et en effet, pas avec bien d'autres. Mais Philippe Poutou lui-même, quand il était en train de chercher les parrainages, parce que ce n'était pas évident, visiblement, vu que vous y êtes pris extrêmement tard, de les trouver, Philippe Poutou a dit le 22 mars sur LCI, qu'est-ce que vous ferez en cas d'échec ? Je m'abstiendrai.
et comme toujours, en théorisant aussitôt cette faiblesse, l'incapacité à pouvoir se présenter, en disant il y a plein de gens qui vont s'abstenir par ras-le-bol et c'est complètement légitime. Donc nous, on ne peut pas se présenter, donc on ne fait pas le choix. Donc il ne jugeait visiblement pas que Nathalie Arthaud était plus proche et était si complémentaire, et il n'a pas eu des propos si solidaires que ça. Voilà. Bon. Alors ensuite, jusqu'au passage sur le recul des idées racistes. Écoutez, les idées racistes, en tout cas l'influence de Le Pen, les moments où elle recule, c'est quand les travailleurs se battent, tout court. Et ça, c'est sûr que même pendant la lutte contre la loi El Khomri, toute limitée qu'elle soit, c'est au moins une période de quelques mois où c'est pas ça qu'on entendait, y compris dans les ateliers, y compris dans les bureaux, y compris un peu partout, et même à la télé, justement. On entendait la lutte des travailleurs, des salariés en train de se défendre sur un terrain de classe face à une attaque qui leur était portée. Bon, c'est dans ces circonstances-là que ça recule. Et ça recule également quand, en réalité, parce que c'était le point de départ de la discussion, bon, mais la seule et unique façon que tout ça, ça recule, réellement et définitivement, c'est quand même que on le renverse, ce capitalisme, et que on se donne les moyens pour que, quand même, quand il y aura les explosions de colère et de révolte auxquelles nous avons confiance, on n'a pas de date, de boussole, etc., mais toute notre préoccupation, parce qu'elle est à notre portée, parce que c'est pas se payer de mots, c'est justement de se donner les moyens que dans ces périodes-là, eh bien, elle puisse transformer en profondeur la société. Alors tu ironises, oh non, c'est pas de l'ironie, pardon, tu discutes, tu es terrorisé ou affolé par le fait que notre seule et unique réponse, ce soit construire le parti, que ce soit le parti. Le parti, c'est un outil, tu dis. Oui, c'est un outil. Mais enfin, autant avoir un outil qui serve à quelque chose. Un outil pour aller à la pêche à la ligne, c'est pas le même outil que pour mener une grève, c'est pas le même outil que pour faire la révolution sociale. Bon, et effectivement, nous, on veut construire un outil qui permette aux millions d'exploités d'affronter la fameuse police dont tu parlais tout à l'heure, mais aussi tout ce qu'il y a derrière, tout l'appareil d'État, qui a une multitude de formes et d'appareils de répression pour que le prolétariat, pour que les travailleurs et les opprimés le prennent le pouvoir. Et effectivement, il faut un outil qui soit capable de tenir la route. Alors, cet outil, pour l'instant, les uns et les autres, enfin en tout cas pour notre part, vu notre taille et nos faiblesses, effectivement on en est conscient, on s'attelle à le construire au niveau où on peut, au niveau où on est. Et celui qui est à notre portée, qui est nécessaire et qui est le point de départ, c'est de l'implanter, en effet, auprès des travailleurs. Et c'est l'objet de notre combat. Pendant les périodes électorales, comme celle qu'on vient de vivre depuis un an, et dans la période qui s'ouvre, et dans toutes les périodes, et quand il y a des grèves, et des grèves défensives, et des grèves offensives, dans tous les moments, c'est effectivement notre préoccupation et notre problème. Ça veut dire gagner, former, transmettre un ADN politique à des nouvelles générations, à des femmes et des hommes qui vont pouvoir le transmettre aux travailleurs quand ils se foutront en pétard. Non, mais je vais faire court parce que j'ai l'impression qu'on tourne en rond en fait et on se répond à chaque fois à peu près la même chose. Donc ça peut être un peu lassant, on peut dire que cette question évidemment reste entièrement ouverte et reste un point en tout cas de divergence fort entre Lutte ouvrière et le NPA. Mais j'aimerais bien revenir aussi sur ce que tu dis, c'est que les idées racistes, elles reculent quand les travailleurs sont en lutte. Tu t'appuies sur la lutte et la mobilisation contre la loi travail. Alors moi j'ai une petite question. Pourquoi le Front National est deuxième parti au deuxième tour des présidentielles avec un vote majoritairement ouvrier, employé et un petit peu fonctionnaire à ces élections lorsque les ouvriers et les employés ont voté malgré la lutte contre la loi El Khomri. Donc on voit bien que les luttes contre la loi El Khomri ou d'autres, plus générales, ne sont pas suffisantes pour faire reculer les idées du Front National.
en particulier chez ceux et celles qui sont confrontés au licenciement, etc. Et donc il faut une lutte spécifique et un combat spécifique contre les idées du Front National. Mais ça aussi, je pense que ça fait partie d'une de nos divergences. Après, sur les législatives, alors oui, c'est vrai, on a un comité dans les Vosges, voilà, qui a donc fait une candidature large, y compris avec la France insoumise. Mais sur 577 déjà, on trouve que c'est pas nombreux. Sur les 28, en tout cas les 28 candidats qui se présentent pour le NPA et au nom du NPA ne se présentent que avec le NPA et que sur le programme du NPA et dans la continuité du programme des présidentielles et de Philippe Poutou. Donc voilà, et sincèrement, je ne vois pas pourquoi tu nous parles d'alliance privilégiée avec d'autres que Lutte ouvrière, alors que il y a eu plusieurs motions majoritaires ces dernières années au NPA qui a indiqué fortement et majoritairement que le NPA ne ferait pas d'alliance politique avec alors à l'époque le Front de gauche, parce que ça a un peu changé de caractéristique, mais le Front de gauche et donc aujourd'hui, depuis plusieurs années quand même, dans les élections, on a rarement fait de propositions politiques à d'autres organisations, et la dernière à laquelle on en a fait, alors en plus c'était pas une campagne commune pour redire les choses telles qu'elles ont été, c'était une répartition des circonscriptions, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'une campagne commune. Et effectivement, si la décision avait été de faire une campagne commune avec Lutte ouvrière, effectivement, le NPA s'y serait pris bien avant, parce qu'on a quand même une expérience de campagne commune avec Lutte ouvrière, en particulier dans Feu la LCR, et on sait bien que pour faire des campagnes communes réussies entre en tout cas Lutte ouvrière et le NPA, c'est pas à 15 jours de la date qu'on s'y attelle. Donc c'était pas du tout la même chose. C'était une question de répartition des circonscriptions, et on pouvait le faire si les uns comme les autres, enfin en tout cas si Lutte ouvrière l'avait voulu, on aurait pu le faire en 15 jours. Mais au-delà de ça, moi je pense que ce qui est intéressant et qu'il faut continuer à discuter entre nos deux organisations, c'est effectivement la place et la responsabilité des militants révolutionnaires dans ce contexte un peu quand même particulier qu'on vit en ce moment. Donc continuer les débats, mais pas simplement sur le parti, parce que ça c'est quand même un débat entre nos deux organisations qui perdure depuis plusieurs années, mais aussi sur des thématiques. Par exemple, vous nous reprochez souvent notre intervention sur les luttes écologiques, sur les luttes féministes. Tout ça mériterait aussi des débats approfondis entre nos deux organisations, parce que je pense que c'est en discutant et pas en se convainquant, parce que là c'est pas un débat où on se convainc par ailleurs, mais en discutant et en échangeant que les liens entre les deux organisations se font et se tissent. Donc voilà, moi j'en appelle à évidemment des réunions, et ça de toute façon je l'avais déjà fait par ailleurs dans d'autres circonstances, mais pour que le NPA et Lutte ouvrière continuent les échanges de fond sur le contexte et sur nos divergences, parce que ça peut être aussi un moment d'échange important et de façon plutôt fraternelle, comme ce débat a eu lieu cette année, et contrairement à d'autres années, voilà. Et je voulais remercier aussi la tenue de ce débat de cette année. Bon, les camarades, donc le débat est terminé. Peut-être on aura la chance d'avoir un débat LO-NPA à une fête du NPA. Peut-être qu'un jour ils nous inviteront à débattre de leurs questions, voilà. Et sinon, écoutez, bonne fête à tous.